La réalité, c'est que pour augmenter ton patrimoine le plus vite possible, il faut investir en bourse. Ça, c'est juste un fait, tu vois. Il y avait des gens qui étaient millionnaires grâce à l'épargne salariale. Il ne faut pas oublier que chaque euro placé sur le livret A, c'est une probabilité de 100% de perdre en pouvoir d'achat. La façon la plus simple en France de devenir riche, c'est de faire de l'immobilier. C'est parti pour le grand retour de Mounir Lagoun. Je suis trop content de t'avoir de retour sur la martingale. Merci de m'inviter, Mathieu. Trop content. Puis tu me disais en plus que c'était ton premier podcast que tu avais fait ici il y a 4 ans. Trop bien. La pression que j'avais, elle était... Ah, c'est vrai. Ouais, franchement, j'étais liquéfié, mais... C'est vrai. C'était que de l'audio à l'époque, je pense. C'était que de l'audio, ouais. Et après, toi, t'avais pas encore lancé tes contenus, ta chaîne et tout. Trop bien. J'écrivais des newsletters à l'époque. Tu sais, il y avait une hype des newsletters. J'adore toujours, moi, c'est le newsletter. Mais il y avait les Snowball et tout, qui avaient beaucoup... Johan Lopez. Ouais, exactement, qui avait beaucoup cru. Et moi, j'aimais bien écrire, mais en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, je préfère quand même regarder des vidéos que de lire des emails. Donc, j'avais pivoté sur les contenus, mais ouais, c'était tout nouveau. C'est marrant, parce que c'est un peu générationnel, mais pas que. Regardez les vidéos, je trouve que c'est long. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, moi, j'aime bien les contenus écrits parce que je vais lire en diagonale et puis je vais m'arrêter sur les trucs. Souvent, en vidéo, t'as des... Tu vois... mais bon, regardez plutôt des vidéos et écoutez des podcasts. Non, l'audio aussi, c'est bien parce que tu vois, tu peux faire autre chose. Ouais, c'est génial. Moi, j'écoute souvent tes podcasts au sport. Et d'ailleurs, je m'écoute moi-même quand je veux voir ce que j'ai fait en accéléré. Ouais. Et c'est ça qui est cool, c'est que t'as la main. Et je pense que c'est la force de nos formats, c'est que tu les consommes à la demande, quoi. Et t'as tellement de richesse, franchement. Tu vois, aujourd'hui, tu veux te former sur, je sais pas, la nutrition. Tu peux avoir accès aux meilleurs spécialistes partout dans le monde. C'est génial. Mounir, je dois te faire un gros check parce que tu viens de lever quand même 25 millions avec Finari. Moi, je t'ai reçu il y a 4 ans. Je sais pas si je te le disais dans l'épisode, mais j'étais déjà très fan quand même et je trouvais que l'appli était folle et j'aurais dû rentrer. Il y avait eu déjà des premiers tours. Je crois que tu en faisais un deuxième et je me disais c'est trop tard, mais en fait j'ai été con. Mais bon, comme souvent dans l'investissement, tu loupes des choses. Mais c'est facile après coup de dire que c'était évident, mais en l'occurrence, je suis très fan de ce que vous avez fait, de ce que tu as fait aussi depuis, les contenus aussi. Donc on va refaire un petit tour de ce que tu fais, voilà. Mais en effet, tu as une chaîne YouTube qui a beaucoup grossi aussi en parallèle et bravo pour tout ça. Il y a 2 choses aujourd'hui qu'on va voir dans cet épisode. C'est reprendre un peu les bases, la pyramide patrimoniale. Toi, tu accompagnes beaucoup de monde aujourd'hui et dans cette pyramide, comment on doit gérer, qu'est-ce qu'on doit mettre dedans, comment on doit voir son patrimoine. Ça, c'est important. Donc, les bases. Et après, l'autre pyramide, qui est la pyramide plus des plus pauvres aux plus riches. Et dans le haut de pyramide, les plus fortunés que tu accompagnes. Dans cette pyramide, eux, comment ils fonctionnent ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? On enregistre fin 2025. Ça bouge beaucoup en France. Ça bouge par les lois, ça bouge par la perception. Des productifs d'un côté, des improductifs de l'autre, des riches, des héritiers, des choses comme ça, où en fait on a une sorte de, comme dans tout en fait, de polarisation de la société. Et j'aimerais essayer de comprendre un peu ce que tu vis aussi toi de l'intérieur avec Finari, parce que ce qui est intéressant, c'est que tu me dis si je me trompe, mais avec Finari, tu vois une partie différente de la société de beaucoup de gens que je reçois ici, qui sont des institutionnels. Qui travaillent avec des gens qui sont un peu, pour beaucoup, assez tradis finalement. Je parle là des banques tradis qu'on connaît tous. Et toi, tu es avec des gens qui sont un peu plus dans le hack quand même, quoi, un peu plus dans... Et j'aimerais aussi comprendre dans ce côté un peu smartass, les gens qui sont un peu plus tactiques, comment ils vivent aujourd'hui. On est bon sur le programme ? Je suis pas à côté de la plaque sur ce que je ressens. Il y a beaucoup de choses à couvrir, mais on va y aller. On va y aller. Juste, rappelle-moi, Finari, en 2025, ce que vous faites au-delà de l'application qui te permet de voir exactement en temps réel ton net worth. Exactement. Finari, ça part d'une idée très simple, c'est que avec mon associé Julien, en 2020, on avait pas mal investi, mais on n'arrivait pas à avoir une vue globale de notre patrimoine. On n'était pas riche, mais on en avait un peu de partout. Et donc, on a créé un tableau de bord pour nous, qui permet de suivre de façon automatique tout ce que tu as, tes comptes bancaires, ton PEA, ton compte titre, ta crypto, ton immobilier. Fameux fichier Excel que tu mettais à jour tous les mois, tous les ans. Exactement, ou que tu mettais plus à jour, et du coup, tu peux pas améliorer ce que tu ne suis pas. Et donc, on a automatisé ça, mais dès le début, on s'est dit, c'est cool le tableau de bord, c'est génial, mais notre objectif, c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est vraiment de devenir ce que j'aime bien appeler le one-stop shop, le tout-en-un pour les finances. Et donc, sur Finari, tu peux suivre ton patrimoine, tu peux gérer ton budget, tu peux définir ta stratégie et tu peux investir en crypto,
en ETF via notre assurance vie. Et on est en train de créer vraiment les produits manquants. Et donc là, d'ici 12 mois, sur Finari, tu pourras investir dans tous les supports. Tu pourras avoir accès à du conseil qui sera hyper personnalisé on utilisera tes data pour t'accompagner. Donc, on va aussi notamment utiliser l'IA pour te construire ta stratégie sur mesure. Et donc, comment il faut l'imaginer ? Tu vas connecter tous tes comptes, ça c'est ce que tu fais déjà aujourd'hui. On va analyser ce que tu as, on va te demander où est-ce que tu veux aller, on va te construire ta stratégie et puis on va la mettre en musique puisque tu vas avoir accès directement aux produits. Et tous nos produits, ils ont un peu la même ADN, frais bas, transparent et simple. Et ça, c'est ce que je prêche depuis le début, tu vois, sur la chaîne aussi. Moi, je vends pas de méthode miracle. Je peux aider les gens à devenir riches lentement et de façon ennuyeuse, mais c'est une méthode qui marche. Et je pense que aujourd'hui en France, ce que je dis souvent, c'est qu'on est les champions de l'épargne. On a 19% de taux d'épargne, c'est énorme. On est devant les Allemands, ouais. Mais on est les cancres de l'investissement. On ne sait pas placer notre argent en fait. Et donc le terreau, il est hyper fertile. Maintenant, il faut y aller. La pyramide patrimoniale, c'est une des façons que j'ai trouvées pour vraiment amener de la clarté là où aujourd'hui il y a beaucoup de doutes en fait et il y a beaucoup de peur. On stigmatise l'argent, tu vois, en ce moment dans les débats. Je trouve que c'est dommage. Moi, mon credo, c'est que l'argent, c'est pas tabou. Il faut en parler. Les Français, ils ont envie de savoir. Il faut juste leur donner la méthode. Ouais, et puis bon, après, on y revient, mais la plupart des gens qui ont leur argent, ils l'ont pas volé. Hein, donc, ils ont travaillé. Ils ont travaillé, ils l'ont mérité. Il y en a qui l'ont hérité, mais même, enfin, je veux dire, après, c'est la loi, c'est comme ça, t'hérites. Ben, à ce moment-là, oui, voilà, tu changes la loi et puis tu dis, vous avez plus le droit d'hériter. C'est encore un autre débat. Mais toi, tu vas en fait un peu remplacer mon banquier par un algo ? Quelque part, ouais. Quelque part. Tu vas devenir banque ? Peut-être. Le chemin n'est pas entamé ? Le chemin n'est pas entamé, puisque c'est un chemin qui est très long. Il est entamé dans la réflexion, mais pas dans la... Ouais, il est entamé dans la réflexion, mais tu vois, tes partenaires de Conto, Conto va juste maintenant demander un agrément bancaire. Donc en fait, la beauté de la régulation, c'est qu'en fait, tu peux faire pas mal de choses en t'adossant à d'autres établissements. Devenir une banque, c'est un peu le boss final du jeu vidéo de la finance. C'est extrêmement engageant. Mais ce qui est sûr, c'est que on est en train de créer tous les produits financiers. Et si tu veux te rapprocher encore plus de la source, bah oui, à un moment, il faut que tu aies un compte bancaire, il faut que tu aies des moyens de paiement. On va rentrer sur la pyramide patrimoniale. Tu vas m'expliquer tes contenus aussi juste avant, mais elles sont quand même un peu à la ramasse, les banques, aujourd'hui, non ? Juste avant de poursuivre cet épisode, j'aimerais vous parler de mon partenaire historique eToro. eToro, c'est ma plateforme d'investissement préférée et ça fait 5 ans que ça dure. eToro vous permet d'investir facilement. Et aujourd'hui, il y a une nouveauté énorme. Les futurs qui arrivent sur eToro. Un futur, c'est quoi ? C'est un contrat qui permet d'acheter ou de vendre un actif à une date future pour un prix fixé aujourd'hui. Et dans un marché qui est en forte hausse et très volatile, c'est un outil qui peut être précieux pour couvrir son portefeuille et profiter d'un mouvement de marché. Les nouveaux spot quoted futurs d'eToro rendent ces contrats beaucoup plus accessibles, des tailles réduites, des cotations simples et un fonctionnement plus intuitif que les futurs classiques. Évidemment, je ne vais pas vous mentir, ce sont des produits avancés avec un niveau de risque plus élevé. Mais c'est aussi un outil de plus pour affiner votre stratégie quand les marchés évoluent très vite. Et si vous voulez découvrir comment ça fonctionne et explorer ces futurs sur eToro, le lien est juste en description. Allez, c'est reparti pour l'épisode. Je veux dire, leur système de conseillers, d'agence. À 90%, à 80%, j'en sais rien. Il y en a, hein, il y a des exceptions, mais qui restent 2 ans, machin. En fait, moi, quand j'ai vu quelqu'un d'une grande banque privée récemment qui connaissait pas Finari, je leur dis, mais en fait, moi, tu vois, cet outil, je veux l'avoir aujourd'hui. Le monde, il est plus compliqué. Je veux réunir tous mes comptes, de eToro à Nalo à je sais pas quoi. Je peux tout brancher. On est d'accord chez toi, hein. Exactement. De Coinbase. Coinbase, évidemment, ouais. Mon Ledger, je peux peut-être pas quand même. Si, tu peux. Ah ouais. Enfin, je veux dire, à un moment, voilà. De mes emprunts, évidemment, dans les banques tradis, de tous mes comptes chez Bourseau, chez BNP, chez machin. Ce qu'il y a ta femme, ce qu'il y a ton conjoint, ta holding, ton machin. Pro. Ouais, bien sûr. Pro. Toute la partie pro. Ça paraît extrêmement basique. En fait, paradoxalement, plus t'es riche, plus ton expérience client dans les banques, elle est mauvaise, puisque tu reviens à un monde, ce que j'appelle le monde analogique, quoi. On va t'envoyer un rapport tous les mois en te disant, voilà, regardez Mathieu, votre performance, elle est comme ci, comme ça. Et toi, t'as pas envie d'attendre 1 mois pour savoir où t'en es. Et en fait, moi, ce que je pense, le problème qu'elles ont, c'est que donc il y a la rétention, parce que quand t'es fort là-dedans, quand t'es un conseiller clientèle, en fait, tout ce que tu veux, c'est
avoir le job du dessus, passer sur des plus gros patrimoines, sortir de l'agence le plus ou sortir possible. de l'agence. Donc en fait, les très bons que tu as, quand tu as de la chance, ils partent assez vite. Et il y a toujours beaucoup de mouvements. Et donc pour contrer le mouvement, il faut de l'algo, enfin il faut de la data. Si tu as de la bonne data, moi si j'ai beaucoup de data, et en fait du coup tu n'as plus besoin de la personne. Alors oui, il faut que la personne en face soit très forte et soit capable de vraiment te conseiller, de t'appeler. Le problème c'est qu'ils te vendent, ils passent leur vie à te vendre des choses. Exactement, tu sais, il faut toujours regarder quels sont les intérêts des gens avec qui tu parles. La banque aujourd'hui, tu vas peut-être payer un petit peu de frais pour avoir une carte bancaire, etc. Mais encore, moi je recommande à tout le monde de prendre une banque en ligne et ça devrait être gratuit. Maintenant, les produits qu'ils vont te proposer, ça va être ce qu'on appelle les produits maison. Et donc, quand tu vas un peu creuser, ça va être des produits qui vont sous-performer le marché et qui vont être très chers, puisque la banque, évidemment, va se rémunérer dessus. Ce qui est lié d'ailleurs. C'est la corrélation, elle est directe. Enfin, c'est plus tu baisses tes frais, plus tu augmentes ta performance. Et tu vois, 2% de frais par an, ça fait 43% de manque à gagner sur 30 ans. 2% de frais par an, ça paraît pas grand-chose. C'est juste que accumuler sur 30 ans, ça fait vraiment un énorme trou dans la raquette, et c'est ça qui enrichit les banques. Et donc, je pense que les banques, finalement, elles ont un peu perdu le contact avec le client. Pourquoi ? Parce que, tu vois, c'est quand la dernière fois que tu as fermé un compte bancaire ? C'est extrêmement rare comme action. En fait, on part pas des banques. On part jamais. On est maltraité. Tout le monde se plaint. Tout le monde a une histoire un peu d'horreur à te raconter sur un crédit qu'ils n'ont pas obtenu ou une carte qui a été bloquée, ils étaient à l'étranger, ils ont eu une galère énorme. Et pourtant, on reste. On est un peu dans un syndrome de Stockholm, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un peu un lien qui est irrationnel. Et donc, casser ça et réinventer le modèle, c'est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de gens qui essayent. Mais tu vois, aujourd'hui, tu vois des boîtes comme Conto, comme Revolut, comme Trade Republic, comme Finari. Comme Sumeria, comme eToro. Ouais, exactement. Ouais. Et on commence, tu vois, à entamer ce changement. On est au début, mais la bonne nouvelle, c'est que notre génération et les générations qui suivent, elles acceptent plus en fait cette expérience client. Peut-être que nos parents l'acceptaient, mais même eux, ils commencent à être un peu saoulés. Les jeunes n'acceptent plus ça. Et donc, eux, ils commencent en étant sur une expérience qui est full digital, hyper simple, où tu peux tout faire toi-même. Ils vont pas changer le jour où ils vont commencer à gagner un peu d'argent. Et donc, les banques vont vraiment avoir un énorme problème, puisque je ne sais pas si tu le sais, mais chaque année en France, là, dans les 20 années à venir, il y a 300 milliards d'euros qui vont être transmis de la génération des boomers vers les Gen Z et les générations, notre génération. Parents, exactement, moi. En gros, 300 milliards. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est du stock d'argent qui est dans des banques tradies, qui va aller dans des banques, peut-être des néobanques, peut-être des néo-courtiers. Nous, sur notre assurance vie, les plus gros contrats, c'est systématiquement des donations. Systématiquement. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'était de l'argent qui était dans une vieille banque qui est en train de venir chez nous. Et elle va quand même dans une vieille banque derrière, puisque c'est quand même une vieille banque qui le tient. C'est un assureur. C'est un assureur. Okay. C'est Generali. C'est un assureur. Effectivement, beaucoup de gens vont chez Generali d'ailleurs. Ils savent bien bosser avec les néobanques et les néos. Ils se sont positionnés dessus très tôt. Et puis, ce que faisait Nalo aussi à un moment. Exactement. Generali, c'est le partenaire historique. Ouais. C'est le partenaire de Goodvest. Il y a pas mal de. C'est le partenaire de Lynxea, de Bourso aussi, évidemment. Donc, ils ont été assez malins là-dessus. Ah ouais, mais tu vois, pourtant, Bourso, c'est Société Générale. Ouais, mais ça, c'est les paradoxes de la finance, tu vois. On me dit souvent, c'est qui ton concurrent ? Est-ce que c'est X ? Est-ce que c'est Y ? Mais en fait, tu vois, toutes les banques sont concurrentes, mais toutes les banques bossent ensemble. L'idée, c'est pas de voler des parts de marché aux autres, c'est d'augmenter le marché. Aujourd'hui, en France, il y a 600 milliards d'euros sur des livrets. Tu vois ? Il y a 1300 milliards sur des fonds en euros. Donc l'argent, il est là. Il faut juste aller le déplacer de supports qui ne rapportent pas grand-chose vers des supports qui sont rentables. Le problème, c'est que de plus en plus, dès que tu fais... Enfin, tu vois, c'est l'histoire des flat tax, on y viendra à la fin de cet épisode, mais on ne t'incite pas à aller faire ça parce qu'on te dit, en gros, si tu vas gagner de l'argent... Non seulement tu prends des risques, mais en plus, quand tu gagnes de l'argent, on va t'en prendre 35%. Donc, on est dans du punitif et c'est très dommage. On devrait encourager l'investissement et quelque part, le problème des retraites, tu vois, sans rentrer dans un sujet politique, moi, j'aimerais que le système des retraites fonctionne. Ce serait génial. Mais tu vois, quand il a été créé, l'espérance de vie, en 45, c'était 65 ans. Et du coup, l'âge de départ à la retraite, c'était 65 ans. Aujourd'hui, l'âge de départ à la retraite, c'est 64 ans et l'espérance de vie, c'est 80 ans. Mais enfin, je veux dire... Et en parallèle, tu as une démographie qui s'est vachement inversée. Donc en fait, tu as beaucoup plus de personnes âgées et de moins en moins de jeunes qui travaillent. Donc, pas besoin d'être un génie pour comprendre que ce truc-là, ça va pas tenir. Même Mitterrand le disait déjà il y a plus de 50 ans. Donc on est dans un système où ça va pas tenir. Donc c'est pour ça que la pyramide elle est importante. Il faut prendre en main ses finances puisque l'État qui nous taxe devant, derrière, au milieu,
ne pourra bientôt plus remplir ses responsabilités. Ça, c'est pas je veux pas faire peur aux gens, c'est juste la réalité mathématique du système. Le système des retraites par répartition, il est condamné. On peut le mettre sous le tapis, on peut raconter à l'Assemblée nationale que c'est pas le cas, mais c'est faux. L'État va échouer. L'État va devoir raboter le système. Et donc, ce que m'avait dit Marc Toiti, c'est soit on le fait dans la douceur, soit on le fait dans la douleur. Là, je pense qu'on va être obligé de le faire dans la douleur, puisqu'en fait, on ne veut pas regarder les problèmes en face. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On crée des taxes. On crée des taxes sur tout et n'importe quoi, pour essayer de préserver le statu quo. Mais le monde a changé. C'est OK, en fait. Mais tu vois, moi, ce que je trouve dramatique, c'est que là, je suis sûr que si tu demandes aux gens qui sont dans ton bureau et qui ont moins de 30 ans, s'ils pensent avoir une retraite, ils vont te dire non, moi, j'y crois plus. Mais le problème, c'est qu'ils cotisent tous. Je te rappelle que le système des retraites, c'est un peu le Ponzi. C'est Madoff, quand il a vu le système des retraites français, il s'est dit, mais c'est du génie, ce truc-là. Nous, on cotise tous, mais on cotise pas pour nous. Ça, c'est une croyance. On cotise pour ceux qui sont déjà à la retraite. En espérant qu'il y ait des gens... Oui, donc c'est pas une cotisation, cotiser, tu dis c'est pour plus tard, là tu dis non. Non, là en fait c'est de l'argent qui sort, qui tu payes maintenant et tu espères que dans 40 ans, il y ait des gens qui fassent pareil. Mais si on a tué l'activité économique, s'il n'y a plus de jeunes actifs, qui va payer ? Personne. Ouais. Et après en parallèle, après on va pas être alarmiste, c'est pas le début, on va y venir sur la pyramide patrimoniale, mais quand tu vois que moi c'est fou, je le vois. Donc t'as pas encore d'enfant toi, hein ? Non. Je le vois de mes yeux, c'est-à-dire que ça fait maintenant à peu près 10 ans que je crois à peu près que je traîne dans les primaires. Donc ma fille a dû être rentrée en maternelle et maintenant en 3e, tu vois, ça fait longtemps, mais il y a une dizaine d'années. Et en fait, le nombre de classes diminue. Tu vois, maintenant c'est pas juste un truc qu'on dit la natalité. Non. C'est vrai, tu vois. Enfin, il y a moins de classes. Et ils sont moins par classe, ils sont 20. Ils étaient 30. Et en fait, tu te dis, il y a un moment, tout ça ne marchera plus. Tu vois, quand on aurait une natalité forte, à la limite, tu pourrais dire, exactement. Pourquoi pas. Mais donc, Ok. Alors, on a tout ça, on prend tout ça en considération. Il faut, ceux qui nous écoutent, on comprend, chasser les frais, faire attention, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de frais. Parfois, il y a des gens qui vont défendre, et c'est pas toujours faux, le fait d'avoir des frais. You pay peanuts, you get monkey. T'as des frais, t'as des gens qui sont super forts et qui vont t'accompagner. Donc, ça peut être le cas, mais faut pas toujours le croire. Faut être critique, exactement. Mais chasser les frais, c'est la base. Tous les frais d'ailleurs, même le frais bancaire. Exactement. Tu vois, il y a même le frais de découvert de 2 €. C'est toujours le truc, moi, mais on y viendra à la fin de cet épisode, quand tu lèves 25 millions, je me dis à un moment, il faudra que tu sois quand même rentable et tu vas quand même remettre des frais un peu partout. Mais ça, tu vas m'expliquer où et comment et ta différence là-dessus. En revanche, une fois que tu es parti de là, que tu te dis, OK, moi, je me bancarise en ligne, j'essaie d'avoir le moins d'interactions possible avec des gens qui servent à rien. D'ailleurs, potentiellement, les meilleurs, je pourrais dire ça, certains banquiers, ils vont devenir conseillers en gestion de patrimoine parce qu'en fait, ça rémunère beaucoup plus. Bien sûr. Ils se mettent à leur compte et ils travaillent comme ils veulent. Exactement. Une fois que je suis là, en fait, j'ai 25 ans, 35 ans, même 45 ans, je m'en suis pas, parce que j'ai aussi beaucoup de gens autour de moi qui me disent putain, c'est trop tard. Je me dis non, c'est jamais trop tard, vas-y. Le meilleur jour, c'était hier. C'est quoi exactement. Le deuxième meilleur jour, c'est maintenant. Donc c'est quoi cette pyramide ? Par contre, on commence, qu'est-ce qui se passe ? L'idée de la pyramide, déjà, c'est de donner vraiment une petite feuille de route que chacun peut appliquer, et on va voir que elle peut être plus ou moins personnalisée. Mais en gros, le socle de notre pyramide, ce qui va la rendre stable, c'est le matelas de sécurité. Ouais. Donc, en France, on a la chance d'avoir un système qui est relativement sécurisé. C'est-à-dire que t'es salarié, tu te fais licencier, t'as le chômage. Ou tu fais une rupture conventionnelle, t'as le chômage. Donc, t'as quand même ce que mon professeur de macroéconomie appelait une piscine relativement chaude. En France, tu vois, aux États-Unis, tu as une piscine qui est très froide. Tu n'as pas de chômage. Donc après, je vais mettre un bémol à ça. On a beaucoup d'entrepreneurs, d'auto-entrepreneurs, des gens comme ça qui nous écoutent. Et là, ton matelas, l'auto-entrepreneur, je pense que c'est pareil aussi. Hein. Pas de chômage, oui. Après, tu peux prendre de la prévoyance et compagnie. Mais tu vois, moi aujourd'hui, d'ailleurs, tu vois, ce qui est très paradoxal, c'est que nous, on n'a aucune protection au niveau du chômage. Tous nos salariés ont la protection. Nous, on va voir une banque, on est des parias. Nos salariés qu'on paye peuvent obtenir le crédit que nous, on n'obtiendrait pas. Enfin, tu vois, tu as quand même un paradoxe qui est total. On a vraiment une espèce de haine de l'entrepreneuriat, alors que l'entrepreneuriat, je rappelle que c'est pas que Bernard Arnault et compagnie. C'est aussi le plombier. Enfin, c'est des gens
normaux en fait. Il y a plein de petites boîtes et c'est juste dur en fait. Ce que j'entends le matin chez mes amis d'Inter que j'aime et que je déteste, mais qui disent, tu vois, en parlant de Macron, peu importe qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a pas tout fait bien, très loin de là malheureusement, mais qui disent c'est le président pro-business. On va dire, mais ça veut dire quoi pro-business? Enfin, comme tout le monde devrait être pro-business. Tout le monde devrait être pro-business, ouais. Enfin, je veux dire, l'État ne crée pas de richesse, c'est l'entreprise qui crée de la richesse et l'État va juste la redistribuer un petit peu. Mais donc, c'est quoi le matelas de sécurité? L'idée, c'est de dire, il peut y avoir des aléas dans la vie, tu peux aussi avoir un coup dur, et donc, le matelas de sécurité, il te permet de dormir tranquille la nuit. Donc, maintenant, la question, c'est de savoir quelle épaisseur doit avoir ce matelas. Moi, ce que je recommande, c'est entre 3 et 6 mois de dépenses courantes. Donc là, c'est super simple. Vous allez sur votre app bancaire, vous allez sur Finari, vous regardez combien vous avez dépensé en moyenne sur les 3 derniers mois. Et donc ça, vous le multipliez par 3 si vous êtes plutôt à l'aise. Et si vous êtes quelqu'un qui est plutôt anxieux, vous mettez 6 mois. Ouais, et tu peux faire 3 à 6 mois de revenus d'ailleurs. Tu peux faire 3 à 6 mois de revenus si tu veux pas te prendre la tête. Large, exactement. Mais 3 à 6 mois de revenus. Si tu es entrepreneur, est-ce qu'on va plutôt entre 6 et 12? Ouais, ça dépend du stade de ta boîte. Tu vois, si tu es dans une boîte qui est très rentable, j'ai envie de te dire, tu vas te verser des dividendes, il n'y a pas de sujet. Par contre, si tu viens de te lancer, ouais, tu peux aller à 12 mois. Et cet argent, on le laisse sur un compte courant rémunéré? On le met sur quoi? Alors ça, c'est le deuxième point. Et je pense que c'est là où déjà on peut commencer à faire des arbitrages intéressants. C'est que cet argent, déjà le compte courant, faut jamais laisser de l'argent dessus. Jamais. Alors, ouais, et puis, sauf si il est rémunéré, déjà, il y en a. Moi, je suis pas sponsor sumérien, mais j'aime bien les Français. C'est des amis, mais il y en a plein d'autres qui le font. Juste maintenant, même, je sais que chez Conto, en l'occurrence, qui me sponsorise par ailleurs, maintenant, dans les entreprises, je crois que c'est jusqu'à 200 000, ils sont entre 2 et 4%. Hein. Donc, un compte courant doit être rémunéré. Un compte courant doit être rémunéré à minima. Pour un particulier, en gros, le meilleur support pour placer son matelas de sécurité, c'est le livret A. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un taux qui est garanti par l'État. Donc, franchement, si le livret A fait défaut, voilà, c'est fini, quoi. Tout s'effondre. Donc, ça n'arrivera pas. Et puis, surtout, on ne paye pas de fiscalité sur les intérêts. Le compte rémunéré, on paye de la fiscalité. Là, on paye 0. Donc, au moins, le petit rendement qu'on va avoir, on le garde dans notre poche. Donc, votre livret A doit être full. Le livret A doit être full. C'est combien ? C'est 30 000 ? C'est 22 950 de mémoire. Mais donc, il doit être full si ça représente 6 mois de dépenses. Si toi, tu es à l'aise avec 3 mois, tu n'as pas besoin de le max out. Il ne faut pas oublier que chaque euro placé sur le livret A, c'est une probabilité de 100% de perdre en pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un concept qui s'appelle l'inflation. Je pense que tout le monde en entend parler maintenant. Depuis la guerre en Ukraine, il y a eu de l'inflation surtout. Tu disais tout à l'heure, quand tu vas dans les classes de tes enfants, tu vois qu'il y a de moins en moins d'élèves. Tu vas dans le supermarché, tu peux plus nier le fait qu'il y ait de l'inflation. Je veux dire, les produits, ils augmentent limite chaque semaine. Le truc coûte 5 centimes de plus, quoi. Donc, si t'es pépère, tu mets sur ton livret A, tu peux aussi te dire, finalement, je vais plutôt mettre 4, 5, 6 mois et te coller en action parce que ça reste liquide. Ça reste liquide, mais le risque n'est plus tout le même. Et donc, le but du matelas de sécurité, en tout cas dans ma vision, c'est de dormir tranquille la nuit. Okay. Tu vois ? Aujourd'hui, on est au plus haut historique sur les marchés actions, au plus haut historique sur l'or, au plus haut historique sur la crypto, quasiment. C'est quand même assez chaud, tu vois. La réalité, c'est que, est-ce qu'il va y avoir une correction ? Oui. Quand ? C'est la question. Ça, on ne sait pas. Donc, si demain, tu as placé sur des actions et que tu te prends un moins 50%, ce qui est arrivé en 2008, ce qui est arrivé en 1929 et ce qui finira par réarriver, eh bien là, t'es mal parce que ce matelas qui était censé... Parce qu'en plus, généralement, c'est quand il y a les crises que les aléas de la vie arrivent. Donc, tu perds ton emploi. Bien sûr. Puis, enfin, on a tous eu... Et puis, tu n'en retrouves pas tout de suite parce qu'il y a une crise. Exactement. Et donc là, c'est un peu la spirale. Et ton immobilier est dégueu. Et puis, tu es à découvert bancaire. Et donc là, tu as des crédits. Et là, ça commence à... Ok, donc on se dit, il n'a jamais été aussi bien. Pour ceux qui nous écoutent, ça va être 5 000, 10 000, mais potentiellement 22 000. Maxez votre livret A, c'est le moment. C'est le moment pour être tranquille. Ouais. Maintenant, et c'est là où je pense la première erreur a lieu, c'est que au-delà de ces 6 mois ou de ces 12 mois, on va dire, si tu es entrepreneur et que tu te lances, etc., chaque euro doit travailler. Ok. Et donc, chaque euro doit battre l'inflation, en gros 2-3%. Donc, il doit avoir un objectif, c'est de développer ton patrimoine. C'est le mois d'aujourd'hui qui investit dans le mois de demain. Et ça, c'est vraiment, tu sais, c'est le truc de la gratification décalée. C'est super important d'avoir ça en tête. On investit aujourd'hui pour en profiter demain. Juste le livret A, dernière question là-dessus, que je l'ai chez BNP, chez Finari, chez machin, c'est le même, il n'y a pas de frais différents, c'est pareil. C'est la même chose, en fait, c'est l'État qui va imposer
C'est même, je crois que c'est la Banque de France qui va imposer en fait les modalités. Donc, il n'y a pas de sujet, c'est super simple. Encore une fois, il y a plein de banques en ligne qui permettent d'avoir un livret A aujourd'hui. Franchement, moi, je suis pour la simplicité, quoi. Tu vois, faites tout dans la même banque et prenez votre livret A et ensuite vous passez à autre chose. Mais il n'y a pas aujourd'hui de gain. Par contre, il y a un truc qui est super important, c'est que les frais, tu peux vraiment les limiter sur la banque. Donc, ne restez pas dans la banque de vos parents en vous disant « Ah oui, mais mes parents, ils sont depuis 20 ans. Peut-être qu'un jour, ils me donneront un crédit immobilier. » Non, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça marche pas, en fait. Ça, c'est complètement faux. Ce qui marche, c'est que si vous gagnez bien votre vie, eh bien, vous aurez un crédit dans n'importe quelle banque. Et d'ailleurs, il faut faire jouer la concurrence. Les banques, c'est des acteurs qui sont rationnels et donc ils prennent les meilleurs dossiers. Donc, allez voir 10 banques et chaque banque a une stratégie de crédit différente. Donc, ça n'a aucune importance. Ça n'a vraiment aucune importance. De l'expérience, on en parlait, mais allez voir un broker. Ouais, voilà, allez voir un courtier. En fait, le courtier, moi, j'étais plutôt à me dire... je suis pas trop sûr. En fait, généralement, il va vous obtenir des meilleures conditions et surtout vous épargner une paperasse de ouf. Paperasse de ouf, et donc, puis c'est pas du temps qui est très productif. Parce que même ça, les banques, moi, tu le notes un peu vénère en ce moment, mais il y a de quoi. Mais les banques sont. Je suis en train de regarder le livret A. Je sais même pas où est-ce qu'il est mon livret A. Je sais même pas s'il est max out. J'en ai aucune idée. Bon. Les banques. Peut-être une opportunité. Mais là-dessus, en fait, elles te demandent trop de choses et en fait, elles ont un peu externalisé à des brokers qui deviennent meilleurs qu'elles là-dessus aussi. Ouais. Après, je pense que ça dépend si t'es en pro ou en perso. Si t'es en perso, c'est un peu plus simple parce que c'est les fiches de paye. Mais le problème de la France, c'est que dès que t'es pas dans la case salarié, c'est un peu la galère quand même. Mais, et ça, je vous le dis d'expérience, moi, j'ai réussi à emprunter quand j'étais au chômage. Donc, avant de créer Finari, j'ai réussi à emprunter quand j'étais entrepreneur. C'est possible de le faire. Il y a plein d'exemples. Tu l'as fait aussi. C'est juste que c'est un petit peu un parcours semé d'embûches. Et là où vraiment j'encourage tout le monde, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se prendre des portes. Et donc, s'il faut aller voir 20 banques, il faut aller voir 20 banques. C'est pas grave. D'ailleurs, il faut plutôt aller voir les banques avec des caisses régionales plutôt que des banques centralisées, tu vois. Puisque, en fait, chaque caisse a sa stratégie. Donc, il faut jouer de tous les leviers. Mais on va voir que l'immobilier, qui est un peu la colonne vertébrale de la stratégie patrimoniale de tous les Français, c'est pas forcément le meilleur investissement. Mais donc, maintenant qu'on a le matelas, la question qu'on peut se poser, c'est combien on investit en fait tous les mois. Et moi, ce que j'aime bien comme modèle ici, c'est un modèle qui est très basique, qui s'appelle le 50-30-20. L'idée, c'est de dire qu'il y a 50% de ton salaire net d'impôts, évidemment, qui va aller dans les essentiels, le logement, la nourriture, le chauffage, etc. Ça coûte cher tout ça. Tu as 30% qui vont aller dans, on va dire, les plaisirs. Le but, c'est quand même d'avoir une vie agréable, donc le resto, les vacances, etc. Et tu as 20% qui vont aller dans les investissements. Et je pense que ça, c'est un bon modèle qui est relativement simple, que vous pouvez adapter. Il y a plein de gens qui... 50-20-30. Voilà, mais vous pouvez aussi dire que vous voulez faire 50% de taux d'investissement. Le truc qu'il faut retenir, c'est que plus le taux d'épargne est élevé, plus la création de richesse est accélérée. Évidemment. Ok. Et c'est aussi beaucoup plus simple de dire ça quand on gagne beaucoup d'argent. Oui, c'est ce que j'allais dire. Évidemment, quand t'es smicard... quand t'es smicard, c'est galère. C'est galère. C'est 90-10. Voilà. Et t'as 90 pour ta vie au quotidien, voire 100% pour ton quotidien. Et puis t'as rien, t'arrives même pas à te payer. Tu vois, je sais pas, j'ai eu un problème de chaudière. Ils sont super, je l'adore, mon chauffagiste, etc. Valding, il est fantastique. Mais 330 balles. Ouais. Je dis, mais... En fait, quand t'es dans la vraie vie, tu sais, c'est vraiment le problème du quotidien. C'est le matelas de sécurité. Tu vois, si tu l'as pas, les petits trucs comme ça, les petits cailloux dans les chaussures, ça peut vite te faire dérailler. Et donc ça, évidemment, je le dis du haut de mes 35 ans, en étant confortable financièrement. Moi, j'étais aussi étudiant, j'ai galéré, j'ai eu des crédits et compagnie. Évidemment, c'était même pas un sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de créer ce muscle de l'épargne tôt. Ce que j'entends souvent, c'est qu'on va dire, je suis sûr que tu as des gens dans ton entourage qui disent « Moi, j'investirai quand je serai riche ». Mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait. Les gens riches, déjà, ils investissent pas pour devenir riches, ils investissent pour rester riches. Ouais. Et rester riche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire battre l'inflation. Les gens qui sont normaux, eux, ils ont tout intérêt à investir pour, non pas devenir riches, mais en fait, pour avoir la vie dont ils ont envie, c'est-à-dire être indépendants financièrement. Sachant qu'il y a quand même une base qu'on voit de plus en plus. Quand tu es salarié, tu ne deviendras pas riche.
Je veux dire, enfin, si j'exagère un peu, hein, mais si tu prends pas ton destin en main, non. Oui, mais et puis tu deviendras pas ultra riche. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la base, c'est l'equity, c'est devenir actionnaire de ta boîte si tu peux, d'autres potentiellement. Et t'es pas obligé d'être fondateur d'ailleurs. T'es pas obligé, exactement. Mais donc c'est pousser très fort dans ta boîte si tu peux l'être. Ouais. Mais c'est toujours négocier, être dans des boîtes qui te donnent de l'equity. Qui te donnent de l'equity. Et finalement, tu vois, si t'as de l'equity. Des actions, pardon. Si t'as des actions dans ta boîte, et d'ailleurs, ça peut être des stocks options, ça peut être des BSPCE. Il y a plein de dispositifs, ça peut être de l'épargne salariale. Tu vois, ma première épargne, c'est une histoire que j'aime bien raconter, c'était chez Sanofi, où j'avais de l'épargne salariale en tant qu'apprenti. Parce que apprenti, t'es assimilé salarié. C'est incroyable, tu vois. Déjà, apprenti en France, c'est un peu mal vu. En Allemagne, je suis franco-allemand, c'est la norme. En Suisse, c'est la norme. Tout le monde fait de l'apprentissage, en fait. Et donc, j'avais de l'épargne salariale. La boîte est hyper rentable. Sanofi, ça faisait, 5 milliards de bénéfices par an. Et t'avais 18 piges, quoi. Et ouais, j'avais 20 piges. Ouais. Et j'avais eu, je sais plus combien, genre 8 000 euros par an pendant 2 ans. T'imagines? Et il y avait des gens chez Sanofi qui étaient là depuis 30 ans. Et ils n'avaient pas 8 000 euros. Ils avaient peut-être 30 000 euros par an. Et 30 000 euros qui étaient placés sur les marchés financiers. Donc, il y avait des gens qui étaient millionnaires grâce à l'épargne salariale. Et finalement, ce que je trouvais bien, c'est qu'ils bossaient dans la boîte. Donc, ils avaient un impact sur les résultats. Alors, Sanofi a 110 salariés, donc tu n'as pas forcément un impact qui est énorme, mais tu as un impact. Mais en plus, tu captes une partie du succès que tu crées. Et donc, tu as raison. Si tu veux devenir riche, franchement, oui, il y a peut-être des gens qui sont traders et qui vont gagner 1 million d'euros par an, des footballeurs, je sais pas quoi. Mais ça, c'est l'exception. Ceux qui sont riches, aujourd'hui, ils ont du capital. Et ça, c'est pas bien, c'est juste la réalité. Et vous pouvez être fondateur, c'est super, mais vous pouvez aussi être salarié. Et tu as raison. L'autre histoire que j'aime bien raconter, c'est la première fois que j'ai gagné beaucoup d'argent dans ma vie, c'est quand j'étais dans une boîte qui a été introduite en bourse, qui s'appelle Trainline. J'ai gagné 500 000 euros en une journée. Donc l'équivalent de 10 ans de salaire. C'était beau. Et ben les 4 années précédentes, chaque fois qu'il y avait une augmentation salariale avec mon boss, que je salue, qui s'appelle Daniel, il me disait, Daniel, tu veux quoi Non, pardon, je me trompe. Pardon, non, mais il me disait, tu veux quoi Non, c'est pas Jean-Daniel. Mais c'est Jean-Daniel qui avait embauché Daniel. Ouais, okay. Il me disait, tu veux quoi? Tu veux plus de salaire ou plus d'equity? Plus de stock options? Et moi, je disais, je veux plus de stock options. Et donc, c'était un pari. Ça aurait pu aller à 0 aussi. Mais le jour où il y a eu l'introduction en bourse, je me suis dit, ça marche. J'ai bouclé la boucle. Et ça a changé ma vie. Et quand tu vois c'est dans 50-30-20, bah ça, il rentre dans tes 20, en fait. Exactement. Et tu peux aussi le voir comme ça, t'as raison. Et ça, je pense, c'est hyper intéressant. Donc, le 50-30-20, essayer de l'appliquer au max le plus tôt possible. Mais vraiment. C'est-à-dire que souvent, on va se dire, ouais, mais je veux m'upgrader en termes d'appartement, ou j'aimerais bien une belle voiture, j'aimerais bien machin. Si vous n'avez pas vos 20 de côté pour investir sur l'avenir, bah non, vous n'avez pas les moyens. C'est un peu ça, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Exactement. Et tu vois, il y a un adage que j'aime bien, c'est de décaler l'augmentation de ton train de vie par rapport à l'augmentation de tes revenus ou de ton patrimoine. Et donc, tu vois, typiquement, le jour où je gagne les 500 000 euros, je me suis dit, je vais rien changer, en fait. Et donc, j'ai eu le même appart, j'ai rien changé à ma vie. Et j'ai attendu de voir ce qui se passait. Et au bout de 6 mois, je me suis dit, tiens, il y a ces petits trucs-là que je vais changer. Donc, j'ai peut-être commencé à dépenser un peu plus. Mais j'ai pris le temps de découvrir ce qui me plaisait vraiment. Et donc, évidemment, j'ai placé la majorité de cette somme. Et ça, c'est super important, tu vois. Et encore une fois, là, je suis toujours très surpris de voir à quel point les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent sont laxistes sur l'argent. Les gens qui ont beaucoup d'argent, et j'ai la chance d'en côtoyer pas mal, parce qu'ils ont pour beaucoup été entrepreneurs et réussi, mais 1 euro est 1 euro. Je peux dire qu'il n'y a pas 1 euro qui part dans un truc qui n'a pas de valeur. Il y a 5 euros de frais. Je connais des mecs qui ont des dizaines de millions d'euros de patrimoine qui vont aller se plaindre pour se faire rembourser des petits frais, des petits machins, parce qu'en fait, ça les rend dingues. Alors là-dessus, c'est marrant, il y a deux grandes théories, et moi, ceux qui font ça, j'aime pas l'idée. C'est-à-dire que le très riche qui va se faire chier pour 5 euros, je suis plutôt dans la team Naval Ravikant, Ramit Sethi, je sais pas si tu le connais les deux, mais sûr, juste à un moment, move on, tu vois. Essaye de voir là où tu vas gagner. Faut voir la valeur de ton temps, en fait. Exactement. Et en plus... 1 euro est 1 euro, tu as raison. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que quand j'achète, je dépense, je vois un truc. Après, tu vois, quand je vois une petite arnaque ou un machin, je kill, je me dis ce service, c'est plus jamais. Et puis voilà, je vais pas aller pinailler pour les trucs, mais notamment parce que je trouve que c'est de la pollution de cerveau. Tu sais, ça te met dans un état d'esprit, un mindset qui est pas le bon, en fait. Non. Donc, faut plutôt penser expansion que tu vois, protéger ton existant. Exactement. Et tu vois, on a développé une fonctionnalité qui est marrante sur Finary, c'est que vu que tu connectes tous tes comptes, on peut voir toutes tes transactions et donc on est capable d'identifier tous tes abonnements.
Et donc, on a le scanner d'abonnement, on a le scanner de frais aussi, mais le scanner d'abonnement, il va te dire combien tu payes tous les mois. Et quand tu regardes le calendrier avec les petits logos, bah déjà, tu vois qu'il y a des gens qui payent 2 fois Netflix, enfin des trucs absurdes. Et surtout que ça chiffre, tu vois. Tous ces petits abonnements cumulés, ça fait quand même 200, 300, 400 euros par mois. Tu peux te désabonner en un clic. Tu peux pas te désabonner encore, mais bon, après, au pire, tu vois, tu coupes, ça se fait assez vite. Ouais. Mais un Français en moyenne a 10 abonnements. Tu vois, le prix de l'abonnement, c'est quoi? Ça va être 20 euros. Et ça va très vite, du coup. Et donc ça, c'est autant de gisements de valeur qui pourraient être investis par ailleurs. Mais donc, matelas de sécurité, on en a parlé. 50-30-20, on en a parlé. Maintenant, tu as les 20% que tu veux épargner. Dans quoi tu vas les mettre? Et là, je pense que c'est là où il y a la plus grosse misconception, enfin la plus grosse fausse croyance. C'est que la réalité, c'est que pour augmenter ton patrimoine le plus vite possible, il faut investir en bourse. Ça, c'est juste un fait, tu vois. La bourse, historiquement, tu vois, la bourse américaine, mais la bourse européenne, c'est à peu près pareil, c'est entre 8 et 10% de rendement annualisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur des périodes très longues, ça fait entre 8 et 10%. Par contre, il y a du moins 30, il y a du plus 30. Et donc, il faut être capable d'encaisser les chocs. Ouais. Et je pense que tu investis quand même depuis un moment. Au moment du Covid, quand le cours il perd 3% tous les jours, tu te dis, c'est la fin du monde là, puisque 3% plus, enfin à un moment, on va aller à zéro. Donc, comment tu réagis à ça? Et quand tu contres ça, c'est que tu investis régulièrement. Tu fais ce qu'on appelle du DCA. Tu fais des investissements programmés, en gros. Ça a 2 vertus. C'est que d'une part, tu automatises ce réflexe d'investir. Et donc, tu ne peux pas dépenser l'argent que tu ne vois pas. Si tu as tous les mois, l'argent arrive le premier et il part tout de suite sur ton compte d'épargne, tu ne peux pas le dépenser. Et en plus, tu achètes peu importe l'état du marché. Le marché est haut, tu achètes. Le marché est bas, tu achètes. Moi, je fais du DCA sur Bitcoin. J'achète toutes les semaines. Ouais. Et je m'en fiche du prix. Les gens me disent, Amaury ici, là, qui est là, tu connais, il me dit, t'as vu le prix du Bitcoin, etc. Donc quand ça a monté ou quand ça a baissé, je dis non, en fait, je sais rien. Je suis vacciné, je regarde pas. Ouais. Mais ça veut dire que quand ça a baissé et que tout le monde a pas, parce que tout le monde est un génie quand le marché monte, quand le marché baisse fortement, plus personne veut investir. Toi, avec ton petit DCA, t'as acheté. T'as acheté 2 fois, 3 fois plus que quand. Exactement. Et surtout, t'as rien fait. Et donc, t'as musclé ce muscle-là. Et donc, la croyance, c'est que la bourse, c'est le casino. D'ailleurs, tu vois, il y a eu un sondage complètement fou. C'était 79% des Français qui pensaient que t'avais plus de chances de gagner au loto qu'en bourse. Mais je veux dire, c'est lunaire, tu vois. C'est ça, l'éducation. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé la chaîne. Et heureusement qu'il y a des podcasts comme le tien, tu vois. On est vraiment dans un pays où il y a zéro connaissance financière. Zéro. Tu vois, c'est n'importe quoi. Alors, mais le problème, c'est qu'il y a aussi, tu parlais de comment tu as traduit misconception, je te reprends ton anglicisme du coup, mais de croyances. De fausses croyances. Mais parce qu'en revanche, il y a un truc qui est vrai, c'est que tu as plus de chances de devenir, alors, selon les montants que tu investis, mais par exemple, millionnaire grâce au loto qu'en bourse. Parce qu'en jouant sur 2 ou 3 ans, en fait, si tu mets des petits montants, assez rapidement, mais en fait, voilà. Il y a des stats qui sont assez intéressantes là-dessus, qui font que finalement, alors ça veut dire que t'as 0 chance. Hein. Dans les 2 cas, t'as 0 chance, mais t'as plus de chance. En tout cas, si je te prends demain, t'es salarié, tu veux gagner 100 millions. 100 millions, ça va être impossible. Mais tu vois, je fais un exemple tout bête. T'as 1000 euros de capital de départ et t'investis 250 euros tous les mois. Je dis pas que c'est à la portée de tout le monde, hein. J'ai conscience qu'il y a beaucoup de gens en France qui sont en difficulté financière, mais on va dire que les personnes qui nous écoutent peuvent le faire. Si tu fais ça pendant 43 ans, qui est la durée légale de travail, en gros, ton patrimoine, ça sera un peu plus d'1 million d'euros. Si tu as investi en bourse, un rendement moyen de 8% par an. Donc, tu peux devenir millionnaire. Maintenant, le petit spoiler, c'est que 1 million d'euros dans 43 ans n'auront pas la même valeur qu'1 million d'euros aujourd'hui. Il y aura eu l'inflation entre-temps, mais la réalité, c'est que tu as quand même énormément fait grossir ton patrimoine. Donc, c'est possible. C'est juste que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est très long, très ennuyeux. Parce que ce que tu auras fait, et je pense que c'est là, tu vois, si je te dis bourse, il y a beaucoup de gens, ils vont dire trader, des écrans partout, le mec qui est au téléphone et tout. Mais c'est pas du tout ça, la bourse, tu vois. Oui, ça, c'est des professionnels. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est investir sur le long terme. Donc, tu as 2 options. C'est soit tu vas acheter des titres, tu vas dire Nvidia, en ce moment, c'est la folie, ou LVMH, ou le Tesla. Stock picking. Le stock picking, exactement. Ça, c'est une option. Ou alors, tu vas acheter le marché au global. Et donc, tu vas acheter... Il y a plusieurs façons de le faire, mais la façon la plus simple, c'est d'acheter un ETF. Donc, c'est juste un fonds qui va répliquer, par exemple,
le CAC 40, qui est le plus gros indice boursier français, ou le S&P 500, qui est le principal indice boursier américain. La réalité, c'est que les professionnels qui font du stock picking, donc les gérants, n'arrivent pas à battre le marché. Donc 90% n'arrivent pas à battre le marché. Ça, il y a plein d'études, notamment l'étude Spiva qui est sortie, on avait parlé la dernière fois, je pense. Chaque année, cette étude, elle sort, et en fait, le constat, c'est toujours le même, c'est les pros n'y arrivent pas. Les pros, ils ont des gens qui font de la recherche. Ils peuvent parler aux CEO de toutes les boîtes. Ils ont des traders, ils ont des macroéconomistes, ils ont tout ce que tu veux. Ils n'y arrivent pas. On en parlait avec Yves Chouefati, je crois, ici. Que j'adore. Ce qu'on se disait peut-être, ce qui serait intéressant, c'est de voir dans les périodes de baisse ce qui devrait arriver. Est-ce que vraiment, normalement, les bons pros devraient être meilleurs que... Normalement. Parce que là, en ce moment, comme ça monte de ouf, en règle générale, alors souvent poussé par 3, 4, 5, 10 très grosses valeurs, parce que c'est pareil, valeur tech souvent, aujourd'hui, notamment aux US. 10, quasiment, c'est pas le S&P 500, il y a 10 valeurs qui font la tech. Si tu te mets sur les GAFAM, Nvidia, c'est imbattable. Voilà, en fait, là-dessus, tu vas vraiment tout casser. Mais c'est probablement les plus fragiles aussi sur l'avenir, quoique, on sait pas. On sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que le gérant, ce qu'il faut pas oublier, c'est que chaque année, là, donc tu sais que le marché action, monde, il fait 8% par an. Ça, vous achetez un ETF MSCI World, c'est 8% par an de rendement annualisé. C'est pas garanti, hein. Ça, je pense que c'est un truc qu'il faut aussi casser. Il n'y a pas de garantie. Si le capital est garanti, c'est que c'est que le rendement est faible ou alors c'est une arnaque. C'est à peu près tout. Il n'y a pas d'autres options. Mais donc, si le fonds monde, il fait 8% par an, le gérant, lui, il facture en moyenne 2% de frais. C'est-à-dire qu'il part déjà au début de l'année à moins 2. Et donc, il va devoir aller faire 10. Et si il n'a pas fait 10 la première année, il a fait 7, eh ben, il part d'encore plus loin pour rattraper la performance de l'année dernière, plus faire la performance de cette année. Et donc, le problème des gérants de fonds actifs, ceux qui ont des strates en tout cas standards, c'est qu'ils ont leurs frais, qui sont ce qui les rend riches, mais c'est ce qui pénalise leur performance. Et donc là, tu regardes sur ces dernières années, il y a une fuite massive des capitaux des fonds actifs, donc les gérants qui veulent battre le marché, vers les fonds passifs. Maintenant, il y a encore des poches où tu peux battre le marché, notamment les petites valeurs boursières, les petites capitalisations, les marchés émergents, enfin les marchés en gros qui sont inefficients. Les marchés aujourd'hui, il n'y a pas de... Mais si tu veux investir dans les GAFAM, ou dans les grosses boîtes tech, franchement, et d'ailleurs on le fait pour les plus grandes, les fortunes qu'on accompagne, évidemment que tu prends des ETF. Plus personne fait de la gestion active sur ça, c'est impossible. Enfin vraiment, c'est très... C'est payer des frais pour rien. C'est vraiment payer des frais pour rien. Et là, le petit truc marrant, c'est appelez votre banquier, vous vous dites « Ah tiens, j'ai entendu qu'il fallait investir en bourse. » Vous me proposez quoi ? Vous allez voir qu'il va vous sortir un fonds actif. Et là, vous lui demandez « C'est quoi le TER ? C'est quoi le total expense ratio de ce fonds ?» Il va vous dire, il va bégayer déjà, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Ou alors, il va vous dire « Ah bah c'est 2% par an, c'est machin. » Et en fait, là, vous savez que vous regardez... D'ailleurs, sur chaque, ce qu'on appelle la fact sheet, chaque document légal ou le KID, le Key Investment Document, de chaque fonds, l'obligation légale de l'avoir, vous avez la performance comparée à l'indice de référence. Et vous allez voir que systématiquement, ou dans la grande majorité des cas, les fonds font moins bien. Et donc, vous payez 2% de frais pour faire moins bien que le marché. C'est quand même assez magique comme deal. Et ça, si vous ne faites pas attention, c'est ce que la banque va vous pousser par défaut. ChatGPT étant votre ami là-dessus, ou Claude d'ailleurs, encore meilleur sur la finance. Exactement, vous lui balancez la fact sheet. La fact sheet, il va tout vous expliquer. Il va vous expliquer le truc. Ouais, t'as raison. Et très clair, donc tu as parlé des valeurs boursières, des fonds, des ETF, des indices. On n'a pas dit où est-ce qu'il fallait les mettre, parce que en France, il y a plusieurs poches. Plusieurs poches. Le et en PEA fait, il y a le PEA, il y a l'assurance vie, il y a le PER. Et je pense que ça, c'est un... Moi, ça m'embrouille, en fait. C'est une grosse faiblesse du système français. En France, il y a le PEA, le PEA PME, le PEA jeune, le compte titre, le compte titre personne morale, l'assurance vie, le contrat de capitalisation. On va pas rationaliser tout ça un jour. Il faudrait, en Allemagne, tu vois, il y a le compte titre. Et il y a un autre truc qui s'appelle Riester-Rente, mais c'est pas important. Donc tout le monde fait le compte titre. C'est une fiscalité et c'est un support, tu vois, une enveloppe. Et donc en France, on a créé plein d'enveloppes parce qu'on aime bien aller faire des niches fiscales, mais ça sert à rien. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, si vous débutez dans l'investissement boursier, qu'est-ce que va vous proposer votre banque ? Une assurance vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des frais dessus. En réalité, le meilleur support pour commencer à investir, c'est le PEA. Pourquoi ? Parce qu'en gros, tu as un avantage fiscal, tu ne payes pas d'impôt sur le revenu si tu laisses ton argent 5 ans dans l'enveloppe. C'est génial. Donc tu payes 17,2 au lieu de 30% d'impôt. 17,2 sur les plus-values. Donc c'est une super enveloppe. Ça permet d'investir dans toutes les grandes valeurs boursières, notamment les ETF.
Ça ne permet pas d'investir dans les titres américains en direct, mais ça ne nous intéresse pas de toute façon. Donc le PEA, la seule limitation du PEA, s'il y en a une, c'est que c'est limité à 150 000 euros de versement. Mais bon, quand on débute dans l'investissement, a priori, ça ne va pas être un gros problème. Donc pour débuter dans l'investissement, moi ce que je recommande, c'est d'ouvrir un PEA MSCI World ou S&P 500 via un ETF. Et en parallèle, d'ouvrir une assurance vie, parce que l'assurance vie a d'autres avantages, notamment sur la transmission, qui sont assez intéressants. Et là, il y a aussi un compteur qui va se lancer. Donc, c'est 8 ans. Il faut avoir le contrat pendant 8 ans pour aller chercher les avantages. Donc, plutôt contribuer sur le PEA, mais lancer le compteur de l'assurance vie en parallèle pour aller multiplier les enveloppes. Après, le PER, est-ce que c'est intéressant ? Pas tant que ça, sauf si vous gagnez, sauf si vous êtes... Tout le monde l'a tellement vendu, le PER, ouais, il y a 2-3 ans. Parce qu'il y a des frais. Comme d'habitude, en fait, tout le monde te dit c'est génial, regardez, mais parce qu'il y a des frais dedans. Et surtout, on te dit c'est super pour toi, mais en fait, c'est à la sortie que tu te fais énormément douiller. En fait, voilà, c'est l'entrée est gratuite, la sortie est payante, tu vois. C'est un peu comme au Jamel Comedy Club, c'est la blague qu'ils font tout le temps avec ils te donnent le chapeau parce que voilà, t'as pas payé ou pas payé grand chose pour voir des gens qui sont quand même assez talentueux. Ben là, c'est un peu pareil. On te dit regardez, c'est génial, vous allez déduire les versements de votre revenu imposable. Donc tu vas baisser ton impôt maintenant. Génial. Le problème, c'est que c'est refiscalisé à la sortie. Donc, tu vas payer des impôts à la sortie. Donc, sauf si quand tu es jeune, c'est intéressant parce qu'il y a quand même des trucs sur l'achat de ta résidence principale. Ouais, t'as des petits hacks. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un cas où c'est vraiment top. C'est si vous êtes sur la tranche marginale d'imposition de 41 ou de 45%. Donc, si vous gagnez, allez, on va dire plus de 8 000 euros par mois, là, c'est intéressant parce que vous payez beaucoup d'impôts maintenant. Donc, vous allez baisser votre impôt aujourd'hui. Alors que le jour où tu bosses moins, où tu gagnes moins, ou tu es à la retraite. À la retraite, ton taux d'imposition, il va baisser. Ça va peut-être être plutôt 30, voire moins. Et donc là, tu vas être bien. Okay. Mais c'est le seul cas où c'est vraiment intéressant. Top. Et le truc que je voulais aussi te dire, Mathieu, c'est, je pense que on a déjà dû te le dire très souvent, mais c'est vraiment important, c'est en France, on est allergique aux impôts. Tu vois, il y a trop d'impôts. C'est trop compliqué. Et donc, forcément, les gens veulent défiscaliser. Mais investir, c'est d'abord générer de la performance en optimisant la fiscalité ensuite. On n'investit pas pour défiscaliser. Si quelqu'un vous dit « c'est un super investissement pour défiscaliser », c'est très simple. Vous dites « merci, au revoir » et vous ne rappelez jamais cette personne. Encore une fois, demandez-lui les frais et les frais vont être énormes. Donc, les produits défiscalisants, c'est dans 99% des cas un mauvais investissement. Ouais, ça, moi, je l'ai compris assez jeune. À l'époque, il y en a plus maintenant les Pinel, ça a été arrêté. Ça a été arrêté l'année dernière. Il y a autre chose, mais il y a plus rien là. Il y a Malraux maintenant encore. Donc voilà, et ces trucs-là, en fait, on te vendait des biens immobiliers. Tu vois, historiques et des trucs. Voilà, la carotte fiscale, voilà, l'économie fiscale, elle était récupérée par l'intermédiaire qui te vendait le truc. Exactement. Donc, et en fait, on achète du neuf. Le neuf, c'est super cher. Donc en gros, c'est un marché qui a vraiment pas de sens. Donc c'est vraiment une erreur. On peut faire de l'immobilier. Il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent avec l'immobilier, mais jamais entendu quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent en faisant de l'immobilier défiscalisant. Ça n'existe pas. Parlons IMO, parce que si on veut en plus couvrir tous les... Alors, dans les 20%, mais parlons IMO, parce que tu dis c'est pas si bien. Moi, ce que j'aime quand même dans l'IMO, alors maintenant l'emprunt est plus gratuit, mais ce que j'aime quand même dans l'IMO, c'est que... Alors, ce monde est peut-être révolu aussi, mais moi, j'ai aussi peur que le monde des actions qui montent à 8% par an, ils soient un peu révolus. Alors après, ça ne veut pas dire que sur 20 ans ou 43 ans, comme je disais, la durée de travail, ça va arriver. Toi, tu es là pour le très long terme. Mais dans l'IMO, il y a quand même un truc qui est j'amène 100, je ressors avec 1 million. Et si en plus, c'est pas chez moi, alors chez toi, c'est encore autre chose, ça dépend des loyers, voilà, c'est le locataire qui paye, bah, tu as littéralement amené 100 et tu es ressorti avec 1 million. Alors, il y a des impôts au passage, il faut faire attention, tu peux arriver. Mais quand tu te débrouilles bien, tu peux quand même réussir à faire ça. Et moi, je l'ai déjà fait, quoi. Ouais. Est-ce que l'immobilier, ça peut être rentable ? Évidemment. Il n'y a aucun débat là-dessus. Par contre, ce que je vois, c'est que, et tu vois, mes parents me l'ont dit, je pense qu'ils l'ont dit à beaucoup de parents l'ont dit à beaucoup d'enfants, ce qu'on entendait, c'était achète ton appartement le plus vite possible ou achète ta maison. Au moins, tu auras un toit au-dessus de la tête. Le problème, c'est que ce toit, il va coûter très cher. Il va coûter extrêmement cher parce que quand tu achètes un appartement ou une maison, tu payes 7,5% de frais de notaire. Donc, on dit souvent, louer, c'est jeter des loyers par la fenêtre. Ah bon ? Parce que quand tu achètes ta maison, tu viens de jeter 7,5% du prix de l'opération par la fenêtre, tu les reverras jamais. Donc, combien de loyers il y a dans ces frais de notaire ? C'est énorme. Ouais. Toi, ce que tu as décrit, donc
Acheter sa résidence principale, en gros, moi, ce que je recommande, c'est si vous voulez avoir votre résidence principale, moi, j'en ai pas. C'est rassurant. Si vous voulez être rassuré, si ça vous plaît comme concept, allez-y. Ça va avoir un côté bénéfique, c'est que vous n'allez pas payer d'impôt sur la plus-value. Encore qu'à l'Assemblée nationale, il y a des gens qui veulent le remettre en cause. Mais a priori, vous n'allez pas payer d'impôt sur la plus-value, vous allez pouvoir vous endetter sur super longtemps. Les taux sont fixes en France et ils sont quand même encore assez bas. Donc ça, c'est cool. Le problème, c'est que votre capacité d'emprunt, elle va probablement disparaître. Donc vous n'allez plus pouvoir faire d'opérations après, sauf petites exceptions, parce que la banque va dire, bah non, regardez, vous êtes endetté à hauteur de 35% de vos revenus, et donc vous ne pouvez plus emprunter. Donc ça bloque un peu l'immobilier. Donc au début d'une carrière, ce que je recommande, c'est vraiment de décider si on veut acheter ou pas sa résidence principale, en sachant ça. Et si on ne veut pas acheter, là, il y a le monde de l'immobilier locatif qui s'ouvre à nous. Et ça, c'est intéressant. Moi, je l'ai fait. Tu vois, là, j'ai débouclé une opération que j'avais lancée en 2019. Donc, j'ai gagné de l'argent, c'est super. J'ai emprunté c'était à 1,20, un truc comme ça. Enfin, c'est des taux qui n'existent plus, quoi. Mais la réalité, c'est que j'ai eu énormément d'emmerdes, et j'en suis sûr que tu en as eu. Ah oui. J'ai eu le locataire qui part un mois après être arrivé. J'ai eu la fuite d'eau. J'ai eu le syndic qui n'a pas fait payer les factures. J'ai eu l'immeuble qui allait s'effondrer. Tu vois, des trucs de dingue. Et j'ai eu là récemment, et c'est ça qui est très pénible en France, tu vois, tu parlais de stabilité au début, j'ai eu un changement des règles du jeu en cours de route, puisque j'ai fait du LMNP, qui est vraiment location meublée non professionnelle, on a fait des épisodes là-dessus. Niche fiscale de dingue. Et en fait, pas de bol, l'année dernière, le budget des finances on a changé la loi, et donc en gros, un des énormes avantages, c'est que tu pouvais déduire l'amortissement de tes charges, enfin, si tu passais l'amortissement en charge, et au moment de la revente, tu ne le réintégrais pas. Donc, c'était assez fou. Donc, tu payais une plus-value qui était très faible. Donc là, ça a changé. On peut toujours réintégrer les amortissements, mais il faut les réintégrer à la sortie. Et donc, j'ai payé plus d'impôts sur la plus-value. Donc, ça m'a un peu dégradé ma rentabilité. Est-ce que c'était une bonne opération ? Oui. Est-ce que je le referais à titre personnel ? Non. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était trop chronophage et que ça ne m'intéressait pas assez. Maintenant, tu as reçu plein de gens qui font de l'immobilier de façon industrielle, j'en connais aussi plein. C'est complètement possible. La façon la plus simple en France de devenir riche, c'est de faire de l'immobilier. Tu peux être riche en étant en CDI, si tu as un bon job, franchement, tu peux envoyer des appartements comme un dingue. Le LMNP, moi je te rejoins là-dessus. Plutôt en SCI maintenant. Parce que le LMNP, le problème c'est que tout le monde est en train de casser le jouet. La SCI, à l'IS, donc Société Civile Immobilière, à l'impôt sur les sociétés, s'il la casse, il casse l'impôt sur les sociétés pour toutes les entreprises. Et donc ça, ils iront pas, je pense. Et il y a un truc qui est sympa, c'est que c'est une forme d'entrepreneuriat quand même. Complètement. Complètement. Là, tu peux rentrer soit dans du marchand de biens, soit dans la promotion. T'as ton compte des résultats, t'as des clients. Exactement. Mais je vais en 2 secondes aller dans ce que tu dis et donner mon avis là-dessus. Moi, j'en ai fait beaucoup, j'en fais toujours pas mal. Je dois avoir un peu moins de 20 chambres à louer au total, donc certaines dans des co-living, d'autres dans des... Et il y en a où ça se passe très bien, il y en a qui sont beaucoup plus compliqués, il y en a... Tu diversifies d'ailleurs. Je diversifie. Donc il y en a un qui paye pas, les autres qui payent, ça amortit. C'est ça. C'est au début que c'est en revanche, dur, mais tu vois, tout à l'heure, quand on parlait, là, j'étais en train de me dire, dans cet épisode, j'étais en train de me dire, ah putain, il faut quand même que j'ai fait quand je t'ai parlé de ma chaudière, je me suis dit, ah mais merde, le Valding dont je te parle, là, il faut que je l'envoie aussi dans mon co-living à Colombes parce que j'ai pas fait l'entretien de la chaudière cette année. Et t'as des petits frais. Non, mais au-delà des petits frais, c'est la charge mentale. C'est chiant. En fait, c'est chiant. Et quand on a 17, 18, 20, à un moment, alors il y a un moment où il faut outsourcer, t'es obligé de le faire, et là, en fait, ça pète ta rentabilité. Ouais. Exactement. Mais, donc ça te la pète. Et comme tu dis, je le referai peut-être pas maintenant. J'hésite un peu. Cela dit, à 20 ans, je le refais tous les jours. Et je veux dire, le premier truc, je pense, le faire, tester, apprendre. Faut le tester, se dire, comprendre, etc. Il y a des gens en plus qui adorent ça. Qui sont très forts, qui soit font des travaux, qui aiment bien, qui sont super organisés, qui ont du temps, etc. Moi, j'ai plus tout ça. Donc, j'outsource. Cela dit, même en outsourçant, je prends ce truc de Colombes. À la fin de l'année, je l'ai acheté 600 000. Il en vaut 1 million. J'ai fait 600 000 de travaux. Il en vaut à peu près 1,2 million, je pense, aujourd'hui. À un moment, je pense qu'il en valait 1,8 million. Avec tous ces. En ce moment, je pense qu'il va en vaut 1,4 million, 1,5 million, je sais pas. Mais enfin, on est entre 1,2 million et 1,5 million. J'en ai payé une partie, c'était il y a 3-4 ans. Je dois avoir encore 800 000 allez, 800-900 000 avec les apports, 800 000 peut-être de remboursement à faire. Donc,
j'ai déjà gagné 300 000 €. Tu te dis, attends, la belle histoire quand même, en quelques années, la belle histoire. Tous les ans, ça me coûte. Alors non, pardon, j'ai un associé, donc on le divise par 2, tout ça. Et tous les ans, ça me coûte à nous deux 10 000 chacun, donc 5 000 €. Mais c'est 5 000 € sur lesquels, en revanche, tous les ans, on rembourse 80 000 et quelques. Ouais. Tu te dis, attends, en effet, je suis net, ça dégrade ma capacité d'investissement de 5 000 € par an, c'est pas grand-chose. En revanche, voilà. Et la charge mentale, j'ai délégué. Si je voulais être net rentable, il faudrait que je reprenne tout. Je m'occupe des chaudières, que j'aille moi-même faire le truc, c'est impossible. Cauchemar. Je pense qu'il faut bien retenir, tu vois, il y a un truc qui est très intéressant que j'ai découvert avec Finari, c'est que quand tu connectes tes emprunts, tu vois en fait la répartition entre le capital et les intérêts et les assurances. Parce qu'en fait, on dit que quand tu rembourses l'emprunt, tu te payes toi, mais c'est pas vrai. En fait, tu payes la banque avec les intérêts et tu te payes toi avec le capital. Et quand tu regardes un échéancier, un tableau d'amortissement, tu vois qu'au début, tu payes beaucoup d'intérêts, pas beaucoup de capital, parce que la banque, elle veut se dérisquer. Et c'est à la fin que tu payes beaucoup de capital. Et c'est là où, en gros, tu t'enrichis le plus. Donc, je vais juste pour illustrer, juste en ce moment, on m'a fait un taux sur un crédit bail, on m'a fait un taux à 4,79. Le truc quand même hardcore, en pro. En ce moment, c'est vraiment voilà, c'est chaud. 4,79. Sur les premières années, les trimestres de remboursement, c'était 60 000 € par trimestre. Sur les 60 000 €, il y avait 30 000 € d'intérêt. Voilà, juste imaginez sur la durée de l'emprunt, 30, la moitié de ce que je remboursais. C'est l'argent qui est perdu pour le coup. Voilà, que je donne à la banque. Ça, c'est la banque, c'est la rémunération de la banque. Voilà, et donc ça, au fur et à mesure de l'investissement, plus tu arrives vers la fin, moins t'empruntes, donc moins t'as d'intérêt, mais t'imagines ? Ouais, c'est dur. Et donc, tout ça pour dire que, comme sur les actions, il n'y a pas de solution miracle. L'immobilier, franchement, tu peux t'enrichir de dingue, mais tu peux aussi avoir des galères énormes. Et donc, tu l'as très bien dit, il faut y aller pas à pas. Tu vois, moi, quand quelqu'un me dit « Ah, je commence dans l'immobilier, j'achète un immeuble de rapport à Roubaix », j'ai envie de dire oh là, « Alors là, mon ami, toi, tu vas te prendre vraiment la porte de saloon dans la tête. Ça va être très dur, tu vois, le moindre couac, ça va te dégoûter. Donc, achetez plutôt un petit truc, un T2, un studio, machin. Plutôt près de chez vous. Près de chez vous, exactement. Sinon, vous ne le gérez pas vous-même. Super important. Ou alors, vous avez vos parents ou quelqu'un qui peut le gérer. Voilà, exactement. Voilà, moi, j'ai toujours acheté en Savoie, tu vois, parce que je connais la région, j'ai des gens de confiance sur place, et puis j'y suis allé pas à pas. Et aujourd'hui, je vois que ça me plaît moins. Du coup, je déboucle. En parallèle, j'ai fait de la pierre papier, de la SCPI. Bah, c'est pareil, tu vois. J'ai eu du bol, puisque je suis pas tombé sur les SCPI qui se sont fait démonter ces dernières années. Ou des choses comme ça, non ? Ouais, j'ai fait du Iroco notamment, en une propriété. Ouais. On va pas rentrer dedans, mais il y a plein de schémas intéressants. Mais c'est pareil, les gens disent « Oh, regardez, la rentabilité, elle est nulle. » Bah, elle est nulle. Déjà, oui, il faut l'ajuster au travail. C'est-à-dire que tu ne fais rien et tu as peut-être entre 5 et 6% de renta. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a du risque, par contre ? Évidemment qu'il y a du risque. Donc, c'est comme dans tout, il faut voir vraiment le temps qu'on veut y investir. Donc, l'immobilier, c'est top. Il faut juste savoir qu'on a cette capacité d'emprunt qui est dispo. Et l'autre point que je voulais t'évoquer qui est important, et on en parlera tout à l'heure avec les grandes fortunes, c'est que l'immobilier, tu pourras jamais le déplacer. Et donc, il sera toujours taxé. L'État français est déficitaire depuis 50 ans. Donc, depuis 50 ans, on dépense plus qu'on ne gagne au niveau du budget de l'État et de tous les services. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment, il faut combler le trou. Il faut prélever plus d'impôts. L'immobilier sera de plus en plus taxé. Tu vois, ils ont supprimé la taxe, je sais plus quoi, la taxe d'habitation, la taxe foncière. Tu l'as regardé, je pense, ces dernières années, c'est un sketch. Le truc a explosé, tu vois. Donc, en fait, ce qu'on t'a enlevé d'un côté, on est en train de te le remettre de l'autre. Ouais, on l'enlève aux locataires, on la met aux propriétaires. Exactement. Donc, et je te disais tout à l'heure, le LMNP, il y avait 2 avantages, ils en ont enlevé un. Spoiler, dans quelques années, ils enlèveront l'autre. Et donc, en fait, on est en train d'éroder les trucs en mettant des taxes partout. Et donc, ça casse la renta. Et puis, ça va péter le marché. Et ça va péter le marché. Ça va péter le marché, ça veut dire que ça va s'effondrer aussi. Exactement. C'est un château de cartes. Il faut bien avoir conscience que, tu vois, là, j'ai un bien en vente. J'ai eu 0 offre sur le truc. J'ai trouvé un promoteur qui veut racheter tout l'immeuble. Mais l'opération, elle va mettre 1 an et demi à se déboucler. Enfin, l'enfer, tu vois. Donc, franchement, moi, ce truc-là, j'y pense même plus. Et j'en ai l'autre que j'ai vendu là. Bon, j'ai eu de la chance, c'est allé assez vite. Mais assez vite, ça veut dire, en gros, 9 mois, 10 mois. C'est hyper long avant de toucher l'argent, tu vois. Et tout peut péter à tout moment parce qu'il n'a pas son crédit, il n'a pas son machin, il se rétracte. Donc, t'es tanké. Tu vas être de plus en plus taxé. C'est super compliqué à gérer parce que c'est opérationnel. Par contre,
Si t'aimes ça, alors là, tu peux te gaver et te faire un empire immobilier. Et c'est vrai que c'est assez sympa, tu vois. C'est satisfaisant de se dire, et c'est rassurant de se dire, j'ai un vrai bâtiment, quoi. Voilà, avec une règle d'or, bien acheté, quoi. Ouais, l'emplacement. Franchement, l'emplacement. Tu vois, moi, avant, je pensais que, pareil, je visais la grosse renta, mais aujourd'hui, si je devais refaire de l'IMO, moi, j'achèterais du prime dans les quartiers les plus chers de Paris ou des plus grandes villes de France, parce qu'en fait, j'ai pas envie de m'emmerder, j'ai envie de me protéger contre la baisse. Je suis pas là pour capter la hausse. Si j'ai 1% de hausse par an, génial, trop bien. Mais moi, je veux pas prendre de tôle, tu vois. Et donc, c'est vraiment un actif de protection. Et donc, là, on a vraiment, tu vois, le matelas de sécurité, les actions, l'IMO. Et si on finit sur la pyramide patrimoniale, avec ça, on est calé pour la vie, en fait. C'est ça, le spoiler. C'est que si tu fais ça bien, franchement, t'as besoin de rien d'autre. C'est un truc de dingue, quand même. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu peux investir dans ce qu'on appelle les actifs alternatifs. Le plus connu, c'est la crypto. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu aimes bien prendre un peu de risque, il faut avoir un peu de Bitcoin, un peu d'Ethereum dans ton allocation. Combien? On va dire, je sais pas, 10%. Voilà. Et donc, dans 10% de tes 20%. Voilà, 10% de tes 20%, ça veut dire que 2% tous les mois, ça va dans la crypto. Si le Bitcoin fait x100, bah génial, tu auras gagné pas mal d'argent. Si le Bitcoin fait moins 90% ou va à zéro parce qu'en fait, ça marchait pas, bah tu t'en fous. 2% par mois, c'est 60 € si tu gagnes 3000. Hein. Enfin, je veux dire, c'est ce genre de choses. Hein. Oui, voilà. Et aujourd'hui, je veux dire, la crypto, pour le coup, c'est assez marrant parce que la crypto, aujourd'hui, il y a plus de jeunes de moins de 30 ans qui ont de la crypto que de jeunes qui ont des actions. Donc en fait, les jeunes ont sauté les actions pour passer directement sur la crypto. Tu as plein d'apps, c'est super simple. Tu peux le faire sur Finari, mais franchement, tu peux le faire n'importe où. Et c'est un actif qui a un potentiel de hausse très fort. Par contre, il y a une volatilité qui est énorme. La crypto, franchement, tu vois, je crois que hier, le marché a baissé de, je sais plus combien, 8%. Enfin, moi, tu vois, ça fait longtemps que j'en fais. Ça me fait rien. Je m'en fiche complètement, tu vois. Je ne regarde même pas. Donc, si vous avez le cœur accroché, bah, vous pouvez en prendre un petit peu. Tout le reste, dans les actifs alternatifs, pour un patrimoine normal, bah, c'est du bonus, tu vois. Est-ce que tu peux acheter une montre si ça te fait plaisir? Ouais, vas-y. Mais c'est du plaisir. Tu peux acheter des voitures, tu peux acheter des tableaux, tu peux acheter des cartes. Là-dessus, je suis d'accord. C'est du plaisir. C'est du plaisir. Là-dessus, moi, ce que je pense, c'est que sur ce plaisir, faut être assez expert. Moi, j'adore les épisodes plaisir là-dessus. Ouais. Tu vois, j'adore les montres, j'adore les voitures. J'en ai pas acheté de voiture, les montres j'en ai quelques-unes, mais voilà. Déjà, faut être rassuré, faut faire hyper attention, mais surtout, faut très bien acheter. Une fois de plus, c'est comme l'immobilier. C'est la plus-value à l'achat, surtout ces trucs-là. Exactement. Et puis après, faut hold parce qu'il y a des moments où pareil, ça baisse. Les montres en ce moment, tu vois, les voitures, c'est pas terrible non plus. En revanche, ça va être les moments où acheter à un moment, peut-être pas tout de suite encore, hein, mais voilà. À un moment, ça va être intéressant. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est si l'objet te plaît, t'es passionné, et qu'en plus tu peux faire un gain, génial. Mais au pire, tu fais pas de gain, t'as passé un bon moment, tu vois. Et c'est ça, et au pire, si t'arrives à déjà ne pas faire de pertes. Moi, j'ai quand même quelques potes qui ont eu des Ferrari quelques mois, à chaque fois, allez, un an ou deux, mais un an ou deux. Genre les mecs, tu te dis ils gagnent un peu d'argent, mais enfin ils ont de la grosse Ferrari, des voitures à 100 000 balles, et ils te les gardent. Ça c'est aussi. Et à la fin, même, enfin ils arrivent à les avoir net zéro, ça leur a rien coûté, assurance, entretien, tout ça, les pneus, parce que il y a plein de hacks sur ça que tu peux faire. Maintenant, je suis prêt à parier que ces gens-là, ils avaient quand même pas mal d'argent, tu vois. Ils en ont. De toute façon, il faut sortir 100 000 balles de cash. Exactement. Et donc c'est ça aussi que je veux dire. Tu vois, on en parlait tout à l'heure avec le train de vie. Les gens qui s'achètent des montres à 50 000 €, à 100 000 €, des voitures à 250 000 €, c'est des gens qui ont les moyens, tu vois. 250 000 €, franchement, ils les sortent un peu de leur poche, tu vois. Mais ça veut pas dire qu'ils achètent bête, tu vois. Non, c'est ça. C'est que entre ceux-là, alors après, le problème de certains de ces actifs, c'est qu'il y en a, tu les achètes neufs, et même une fois neufs, ils sortent déjà, ils valent plus cher d'occasion. C'est simple. Les voitures, de toute façon, les voitures qui valent de l'argent, c'est les voitures de sport, hein, concrètement, c'est les Porsche, tu vois, les Ferrari, les trucs comme ça. Faut les acheter d'occasion, évidemment, parce que de toute façon, tu as un malus aujourd'hui, tu as un malus écologique de malade mental. Tu vois, la Ferrari que tu achètes neuve, si tu l'as, il y en a certaines, elles valent 3 fois le prix. Le problème, c'est que tu l'auras jamais. Oui, tu l'auras jamais. Là, pour le coup, pour l'avoir, il faut avoir acheté 6 Ferrari avant. Pour les montres, c'est pareil. C'est soit t'es bon client, et donc les horlogers, les Patek et compagnie te sortent les modèles, soit t'achètes d'occasion, et effectivement, il faut avoir acheté au bon moment. C'est très difficile de savoir. Il y a beaucoup d'arnaques aussi dans les montres. Hein. Il y a des cadrans qui ont été changés sur les Rolex. Il faut faire hyper gaffe. Donc, c'est super dur comme secteur. Moi, je ne suis pas du tout expert du truc.
ce que je retiens, c'est que, tu vois, j'ai fait un épisode avec quelqu'un qui collectionnait les cartes Pokémon, que je trouvais génial. Lui, il était passionné, il m'en parlait, je sentais transpirer sa passion. Et ben, moi, les cartes Pokémon ne m'intéressent pas spécialement, donc je n'investis pas dedans. Mais si ça vous intéresse, allez-y. Par contre, vu que c'est le sommet de la pyramide, c'est une toute petite partie du patrimoine. C'est quelques pourcents. Donc au pire, ça va à zéro, on s'en fiche. Au mieux, on a fait une belle plus-value et c'est génial. Et à l'inverse, sinon, t'es super expert et c'est ton métier. Et ça, c'est encore des influenceurs, les machins, les trucs, et voilà. Là, tu peux avoir une énorme partie de ton patrimoine dans ce truc-là. Mais c'est ton métier, quoi. Exactement. Et ce que je vois souvent, c'est que des gens commencent par... Enfin, inverse la pyramide et ils te disent moi j'ai investi dans les cartes Pokémon mais j'ai pas d'action, j'ai pas d'IMO, j'ai pas de matelas de sécurité. Mais t'es un dingue en fait. Ou j'ai fait du Bitcoin pour commencer. J'adore le Bitcoin, mais faut y aller pas à pas. Voilà. Après, les actions, le Bitcoin, etc., c'est un tout petit peu pareil. Ce que je peux recommander aux tout plus jeunes, alors c'est une recommandation, j'ai pas le droit, c'est pas un conseil. C'est pas un conseil, c'est plus dire partage d'expérience, explorer ces choses-là. Avec quelques euros, tu vois, ce que vous mettrez pas dans un bar ou dans une fringue ce week-end, etc. Pour acheter, vendre, regarder, comprendre, ça c'est vraiment le meilleur réflexe. Ouais. On n'a plus beaucoup de temps parce qu'on a déjà dépassé le temps imparti, mais on a compris aujourd'hui cette pyramide patrimoniale. Avant de te laisser partir, je vais avoir deux choses. C'est je vais te faire un gros braquage pour que tu me fasses je t'ai pas prévenu, mais un code promo pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas sur Finari. Et deux, toi, tu gères de plus en plus, peut-être de plus en plus de gens de grande fortune, soit des entrepreneurs qui ont vendu leur boîte, soit des gens qui héritent, tu l'as dit aussi, qui vont... mais aussi des professions libérales. Des professions libérales, Des gens un peu, des sportifs de haut niveau. Qui vont connecter un peu tout, ça. Ils viennent vous voir. Vous les conseillez, vous, t'as le droit d'ailleurs? Ouais, bien sûr. On est conseillés. On a des gestionnaires privés qui sont ce que j'appelle des banquiers privés repentis. Tu vois, ils viennent tous des plus belles maisons que je vais pas citer, mais toutes les grandes maisons françaises ou suisses ou américaines. Et ils adorent leur métier, mais ils aimaient plus la façon dont ils l'exerçaient. Et donc, nous, on accompagne des clients qui, en moyenne, ont entre 5 et 150 millions d'euros de patrimoine. Donc c'est des gens... une grosse fortune, ça. Ça, c'est aujourd'hui, c'est quand même ce qu'on appelle du high net worth ou du ultra high net worth. Et ça, c'est des gens qui étaient en banque privée ou qui sont souvent encore en banque privée, mais qui travaillent avec nous. Et comme tu l'as dit, le cas typique, c'est l'entrepreneur qui vend sa boîte ou l'entrepreneur qui gagne vraiment des millions. Et ça, franchement, c'est assez choquant, en fait. Et ça paraît pas évident qu'il aille chez Finari. Ça paraît pas évident. Comment il atterrit chez nous? En fait, il est déçu par sa banque. Et en parallèle, il a souvent regardé nos vidéos où il utilise l'app, où il fait les deux. Et il se dit, mais attendez, ces gens-là, ils me donnent de la valeur avec l'app, avec les vidéos. Et en plus, maintenant, ils ont une offre. Et donc, j'ai envie de les rencontrer. Et quand on leur fait des propals, la réalité, c'est que c'est avec l'ADN Finari. Donc, c'est 50% moins cher que ce que la banque propose, hyper transparent. Le banquier à qui tu parles, c'est un expert, mais en même temps, il est hyper accessible, hyper sympa, toujours dispo sur WhatsApp. Et puis, tu as l'app. Une fois que tu as investi, tu peux gérer toi-même. Tu vois, t'as pas besoin de nous appeler pour nous dire « Ah tiens, j'ai envie de faire XY ». Et donc, c'est vrai qu'on accompagne des clients. Et ce qu'on fait beaucoup, ça va être de l'assurance vie luxembourgeoise ou du contrat de capitalisation luxembourgeois. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la problématique principale de ces gens-là, je me suis dit, c'est pas de devenir riche, ils le sont déjà, c'est de rester riche. Ou de garder leur niveau de vie. Et quand tu es en France, tu es inquiet. Et là, tu es inquiet. Et donc, tu fais un contrat d'assurance vie luxembourgeois parce qu'il y a plusieurs choses. Mais le premier aspect, c'est que... La chose qui me vient, pardon, je te coupe, mais qui me vient là en tête, on va voir, mais c'est l'immobilier tout à l'heure. Ça restera en France. Contrat d'assurance vie luxembourgeois, là, tu n'es plus en France. Tu es dans le Grand-Duché. Et la bonne nouvelle, c'est que tu es en Europe, tu es en euros. C'est légal, hein, c'est pas du tout de l'évasion fiscale. On n'est pas aux Bahamas et compagnie. Ce qui est génial avec le contrat, c'est que si tu déménages, par exemple, en Italie, qui est le pays à la mode du moment, parce qu'il y a un forfait fiscal qui est assez incroyable, eh bien, ta fiscalité du contrat devient la fiscalité italienne. Si tu as un contrat d'assurance vie français, la fiscalité reste la fiscalité française. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu mets ce que tu veux dedans. Mais alors, ce que tu veux. Tu veux mettre ton bateau dans ton contrat, on peut te le faire. Tu veux investir dans un fonds qui est interdit à la commercialisation en Europe, aucun problème, on te le fait. Une maison ? Tu peux tout mettre. Tu peux tout mettre. Donc, il y a des histoires de folie hein, et donc, parce que derrière, c'est des banques privées et des banques dépositaires qui font vraiment du sur-mesure. Et le troisième point qui est vraiment clé, c'est que, et ça rassure énormément, si tu as un contrat d'assurance vie français, tu as une créance sur un assureur. L'assureur a une dette envers toi. Et donc, si l'assureur fait faillite, tu as un fonds de garantie, mais il n'est pas énorme. Donc, concrètement, s'il y a un gros assureur en France qui saute, tous les clients prennent la paume. Sauf si l'État rembourse. Au Luxembourg, c'est pas l'assureur qui a tes fonds, c'est une banque.
c'est un tiers. Et il y a ce qu'on appelle le triangle de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a l'assureur avec qui tu as un contrat, il y a la banque qui détient tes fonds et il y a le régulateur qui vérifie que tout ça est bien opéré. Et donc, tu as une séparation des actifs qui est beaucoup plus favorable et tu es créancier de premier rang, c'est-à-dire que si l'assureur fait faillite, tu es remboursé avant les autres. Donc ça rassure. Parce qu'encore une fois, tu n'es pas là pour devenir riche, tu es là pour préserver le travail d'une vie, souvent. Et malheureusement, le contrat d'assurance vie luxembourgeois, ce que je te disais tout à l'heure, il n'est pas accessible au commun des mortels parce que chez nous, c'est à partir de 250 000 euros, mais en réalité, pour avoir accès un peu à toutes les fonctionnalités, avoir accès notamment à l'investissement sur l'or ou au private equity, ça va être à partir de 500 000 euros. Ok. Ils partent, tous ces gens ? Ouais, ils sont en train de partir. Ils ont tous sur le bureau le dossier de leur avocat fiscaliste qui leur dit voilà les 3 options. Et c'est très simple. Il y en a beaucoup qui partent aux États-Unis. Ah ouais. Alors, ceux qui restent en Europe, Italie, à 100%. Milan, c'est vraiment l'Italie. T'as la Belgique qui reste intéressante. Je rappelle que quand il y a eu l'ISF, tous les milliardaires sont partis en Belgique. Ils sont revenus. Là, ils vont tous repartir parce qu'on est en train de remettre l'ISF. C'est pas loin. C'est pas loin. C'est sympa. T'as 1h20 de Bruxelles depuis Paris, donc c'est génial. XL. Voilà, t'as des beaux quartiers. Moi, j'ai vécu à Anvers, donc je connais bien la Belgique. C'est très sympa. Et après, t'as les gens qui partent aux États-Unis, non pas pour la fiscalité, parce que la fiscalité est très violente là-bas, mais pour le business. En fait, ils en ont marre de l'esprit où, je veux dire, aujourd'hui, t'allumes quand même la télé, tu vas t'ouvres, je sais pas, Le Monde. C'est que des trucs anti-entrepreneurs, anti-riches, anti-réussite. On a l'impression d'être un parasite. Tu vois, moi, à mon petit niveau, j'ai créé 70 emplois. Les gens sont très bien payés. J'ai permis à des salariés de vendre des parts. Il y en a qui ont gagné des très grosses sommes. Et j'espère que je rendrai tout le monde millionnaire. En tout cas, c'est sur ça que je travaille activement. T'es une affreuse personne, Mounir. Ouais, je l'ai toujours dit, c'est pour ça que je t'invite. Et donc, je mérite d'être... Et donc, tu vois, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait pour que... il y a cette espèce d'esprit. Et donc, il y a des gens qui partent aussi pour ça, parce qu'ils ont un peu marre. Mais tous les clients fortunés en ce moment étudient ça. Et donc, je peux dire que l'immobilier, ils touchent pas. Ils achètent que des actions américaines ou en dehors de l'Europe, parce qu'en fait, ils veulent pas être exposés à l'Europe. C'est vraiment pas les mêmes dispositifs. Moi, je voudrais juste dire un point là-dessus. C'est important parce que, tu vois, tu parles de tous ces médias anxiogènes, etc. En disant ça, on l'est un peu. Et je pense que il faut être lucide, avoir ses plans sur la table, avoir les choses au Luxembourg quand t'as un peu d'argent, etc. Il faut être lucide, montrer aussi à certaines personnes que leur politique fonctionne pas. Mais il faut aussi se battre. Putain, il faut se battre. On reste en France. On reste en France et dire voilà, faire passer ces messages et à tout le monde en fait que c'est pas une fatalité, que les riches ils sont là, ils sont devenus riches souvent pour une bonne chose et que finalement, à un ils moment, ont créé de la richesse, ils ont créé de la voilà. En fait, tu les regardes quand c'est aux États-Unis, ça va, c'est cool, c'est normal. Quand c'est des joueurs de foot, ça va, c'est cool, c'est normal. Quand c'est des chanteurs, ça va, c'est cool, c'est normal. Quand c'est un entrepreneur qui crée des emplois, il a volé les autres. Je pense que c'est quand même. Tu vois, il y avait un un reportage qui était assez marrant. Il y avait un gars qui expliquait que si la taxe Zucman passait, il devait payer 12 millions d'euros d'impôts, ou 14 millions, un truc de dingue. Et lui, il venait de réouvrir une usine de prothèses dentaires dans son bled, je sais pas où, dans le nord de la France. Et il avait créé 300 emplois, avec des emplois hautement spécialisés. Et donc, c'était assez marrant, parce que le journaliste interrogeait le gars, et donc on peut se dire, le gars, il doit payer 12 millions d'euros d'impôts, il est richissime, tant pis pour lui. Et ensuite, il parlait aux salariés. Et les salariés disaient, mais attendez, mais lui, s'il part, il n'y a pas d'autres emplois ici. Le mec, il s'est battu, il a pris un risque et vous êtes en train de le faire fuir, mais c'est absurde. Et en fait, il montrait le reportage à des politiques et là, tu sentais que le système buguait parce qu'en fait, on est dans on oppose les gens, on polarise le débat, mais c'est faux. Tu vois, aujourd'hui, il n'y a plus le travailleur et le grand capitaliste méchant. C'est plus du tout ça. Tout le monde peut être entrepreneur et c'est génial. Donc, il faut arrêter avec ça. Mais tu as raison, il faut se battre. Moi, j'ai levé 25 millions. J'investis en France. Je crée de l'emploi en France. Finaris, c'est principalement réservé aux Français. Et donc, moi, j'ai envie qu'on réussisse. Et pour donner un coup de pouce à tous ceux qui nous écoutent, il y a le code La Martingale qui leur donnera 20% sur notre abonnement. Et donc, 20% à vie 20% à vie, ouais, sur le prix. Donc, s'ils souscrivent aujourd'hui, ce sera chaque année. Wow, ok, donc, trop bien. Non, je fais un effort, mais c'est pour toi. Et donc, j'espère que ça donnera un coup de pouce. Mais que vous investissiez sur Finari, que vous investissiez ailleurs, peu importe, j'ai envie de dire. Juste, allez-y. On a un boulevard devant nous. Moi, je crois qu'il y a un âge d'or qui va s'ouvrir. Ça n'a jamais été aussi simple, jamais été aussi peu cher. Donc, faut y aller et c'est pas compliqué. Ça, faut vraiment casser ce mythe-là. C'est simple d'investir.
Très bien. Il faut qu'on s'arrête parce qu'en plus, on me demande le studio derrière. Le dernier truc, le point que tu voulais éventuellement aborder. Merci pour ce code. Donc, la martingale. On parlait de la holding qui était un peu toi, tu dis, le problème de la holding, c'est que c'est pareil, c'est un objet légal qui est basé en France, quoi. Donc, t'as énormément d'avantages sur la holding. Si tu veux, on fera un autre épisode dessus. Ouais. Mais c'est vrai que t'es bloqué en France. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus de gens n'apportent plus leur titre dans les holdings, mais partent avec pour justement pouvoir se relocaliser dans un autre pays où il n'y a pas la même fiscalité. Tu vas mettre tes holdings à l'étranger, en fait. Ouais, tu pourrais. Tu peux même faire racheter ta holding par une boîte étrangère. Enfin, il y a pas mal de schémas. Mais la holding qui est présentée comme la solution miracle, en fait, elle te lie quand même à la France. Et on a quand même le plus beau pays du monde sur plein d'aspects. Il faut juste avoir conscience que du coup, pour partir, ça va être un peu plus compliqué. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un peu un retour en arrière sur la holding où des gens qui disent on va mettre sur pause, on va appuyer sur pause, on va attendre de voir ce qui se passe. Parce que là, on est aussi un peu dans la folie fiscale. Tu vois, ça se trouve que tout ça va sauter et que le budget sera très différent. Donc je ne sais pas, mais la holding n'est pas une solution miracle. Il faut bien avoir en tête qu'une fois que tu l'as créée, tu es lié à la France et c'est ce qu'on appelle un peu les menottes dorées, quoi. Mounir Lagoun, c'est Laggoune. On peut te suivre sur LinkedIn. C'est toujours un plaisir et puis c'est toujours très clair. Tu fais des contenus qui sont super sur YouTube, principalement YouTube, la chaîne Finary, Finary. Si on essaye Finary, c'est gratuit les premiers mois. C'est gratuit pour l'inscription. Et après, si tu veux développer toutes les fonctionnalités, connecter tous tes comptes, tu as l'abonnement et donc tu as le code de la martingale. C'est 150 € par an. Okay. Et donc, tu vois, c'est l'équivalent du prix d'un café par semaine. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pas un coût, c'est un investissement en vous et dans votre futur. Très bien, donc finary.com, je recommande Finary avec plaisir. Je pense que c'est vraiment une super app qui vous donne quelque chose de bien et puis qui va se développer avec des gens super smart et de l'IA à fond. Nous, on étudie aussi toutes ces choses-là sur l'IA. J'aurais pu faire un épisode là-dessus avec toi aussi. Là, on teste des trucs sur Claude, on s'éclate. Ça va être chouette ce qui se présente à nous et puis si on réussit à avoir sa data quelque part. On peut extraire sa data de Finary. Tu as une sorte d'API où je peux... Tu peux pas encore, non. Non, tu vas le faire un jour. Ouais, on réfléchit, On réfléchit parce que, tu vois, j'aimerais bien que tu puisses utiliser ta data dans Claude, dans ChatGPT, évidemment. Ma question pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, c'est que comme c'est un endroit où tu réunis, tu centralises tous tes comptes, tu as tout, moi j'aimerais bien pouvoir avoir centraliser ici et ressortir sur un pipe simplement tout ça ailleurs. C'est à l'étude. Trop bien. On suit tout ça de près. Code la martingale, merci beaucoup. T'as une petite martingale à toi, un petit péché mignon, un petit truc que tu m'as pas dit ici, un investissement que t'aimes bien faire. C'est quoi mon investissement Écoute, moi j'aime bien investir dans les startups. Et tu vois, on est dans l'investissement plaisir. Moi j'investis et je les mets dans mon Finary et je les mets à 0 en valeur. Parce qu'en fait, moi ce que je veux, c'est participer à l'aventure, c'est encourager l'entrepreneur qui se bat tous les jours. Et tu le sais, c'est une galère quand même. C'est dur. Donc, je mets des tickets de 5 000 €. J'en fais très peu. Et je fais ça uniquement parce que j'ai envie d'être avec la personne. Et si je peux l'aider, tant mieux. Si ça cartonne, moi, j'aurais rien fait. Et donc, je capterai un petit peu de valeur. Pourquoi pas. En perso ou via une holding ? Je le fais via ma holding maintenant. Ok. Et donc, on peut tout mettre ça. Il faut vraiment que je mette à jour mon compte Finary. Tu peux tout mettre, Bon. 1h15, c'est trop long, mais c'était trop bien. Merci Mounir. Merci Matt. On te suit un peu partout et puis on se reverra avant 4 ans, je te rassure. On va faire d'autres choses, d'autres formats ensemble, j'en suis certain. Voilà. Merci à vous tous. Abonnez-vous à la martingale. Partagez cet épisode autour de vous. On a toute la base de ce qu'il faut faire aujourd'hui. Le B.A.B.A. Tout ça. On n'est pas sympa avec les acteurs traditionnels, mais parce qu'ils nous aident pas à être sympa avec eux. Qui aiment bien Châtie bien. On a besoin d'eux sur plein de choses. Et à eux de faire mieux, tu vois. Et à eux de faire mieux. J'ai des gens à te présenter d'ailleurs dans ces univers. Mais il faut bouger. Il faut bouger ce marché très fort. Il faut le faire en France. Il faut le faire tous ensemble. Allez, bisous. Salut.